à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle semaine thématique du Club des petites villes de demain. Je suis vraiment désolée qu'on commence, une fois n'est pas coutume, avec un petit retard. On a des soucis techniques. En attendant et en espérant que Madame la ministre arrive à se connecter, on va commencer notre table ronde. Donc, je suis Juliette Auricoste, directrice du programme Petites Villes de demain à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'ouverture de cette semaine thématique dédiée à l'engagement et la participation citoyenne. Et nous allons aujourd'hui échanger pour cerner comment se concrétise l'engagement en ruralité dans les petites villes de demain et identifier les principaux leviers à activer pour le susciter et le pérenniser. Donc, sans attendre, je vous propose d'engager le vif du sujet avec les intervenants que nous rassemblons aujourd'hui et que je remercie très sincèrement. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice Engrand, présidente de l'Agence du service civique, Salomé Berliot, fondatrice et directrice générale de Chemin d'avenir, Yves Le Breton, directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Jean-Michel Maurer, maire de Trilleport et vice-président de l'Association des petites villes de France, et Athanas Parifan, entre autres créateurs de l'art civique. Bonjour Madame la Ministre, nous sommes très heureux de vous accueillir. J'ai juste eu le temps de faire le petit topo d'introduction. L'ensemble des intervenants est là. Les spectateurs aussi, et nous sommes très heureux de vous accueillir pour ouvrir cette semaine thématique sur l'engagement et la participation citoyenne. Madame la Ministre, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Juliette. Bien sûr, je voudrais tous vous saluer. Le directeur de l'ANCT doit être présent. Je ne le vois pas sur l'écran, mais je pense qu'il est là. Mesdames et messieurs les maires, les élus, les chefs de projet et les partenaires du programme Petites Villes de demain, je suis très heureuse, bien sûr, d'ouvrir cette nouvelle semaine thématique du club Petites Villes de demain. Ce club, nous en avons fait un pilier important du programme Petites Villes de demain et bien évidemment, c'est quelque chose de très important et en même temps de très simple. C'est de vous permettre de partager d'abord des expériences réussies, mais aussi, naturellement, d'échanger sur les blocages ou les difficultés concrètes auxquelles vous pouvez faire face. C'est bien sûr aussi de susciter des contacts, d'animer le réseau, de faire vivre la grande communauté des élus et des chefs de projet PVD que vous formez toutes et tous. Et puis, le club PVD, c'est aussi un appui pour vous aider à appréhender au mieux les grands défis auxquels vos territoires sont et seront confrontés en mobilisant, bien sûr, les meilleurs experts nationaux. Après des semaines thématiques autour des mobilités, du patrimoine, du commerce, de l'habitat et du vieillissement, je suis très heureuse que nous consacrions cette séquence aux enjeux de l'engagement et de la participation citoyenne. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont préparé cette semaine, l'équipe nationale PVD à la NCT, merci chère Juliette, l'ensemble des intervenants et des partenaires, et bien sûr le secrétariat d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement, avec qui nous avons conçu le programme. Sarah El Haïry interviendra vendredi et c'est pour moi particulièrement important dans le prolongement des précédentes semaines que nous avions portées avec Roselyne Bachelot, Emmanuel Vargon, Brigitte Bourguignon, Jean-Baptiste Djebari et bien sûr Joël Giraud. Et je dirais que la mobilisation de tous ces ministres est le symbole à la fois de la mobilisation transversale d'un grand nombre de ministères et de leurs administrations autour des petites villes, autour de vos enjeux et autour des projets, de vos projets. Nous allons donc aujourd'hui parler d'engagement. Quand je dis aujourd'hui, c'est tout au long de la semaine, naturellement. En la matière, comme dans tant d'autres domaines, la crise sanitaire que nous traversons a été bien sûr un vrai révélateur.
un révélateur d'abord du gisement de solidarité qui existe dans notre pays et dont les Français ont su faire preuve pendant cette pandémie. Dès les premiers jours du premier confinement, dans nos villages, dans nos quartiers, partout en France, des élus, des concitoyens se sont levés pour aider leurs voisins, leurs proches ou les plus vulnérables, et cela souvent tout à fait spontanément. De cette crise inédite, nous retiendrons bien sûr la grande histoire, celle qu'on enseignera plus tard, dans un siècle encore, et que nous avons vécu tous ensemble au même moment aux quatre coins du globe. Mais il nous faudra aussi garder la mémoire de toutes ces petites histoires, ces histoires du quotidien dont nous avons toutes et tous été les témoins et les acteurs. Des histoires d'entraide et de solidarité, des histoires de liens qui se tissent. Car l'engagement, bien sûr, c'est le ciment de nos sociétés et de nos villes, et ça l'est encore davantage dans les petites villes, dans vos villes, dont on dit justement qu'elles sont à taille humaine. Les chercheurs appellent cela la densité relationnelle, pour illustrer à quel point les liens d'interconnaissance et de solidarité y sont forts. C'est ce que les Français viennent chercher dans les petites villes, comme nous l'enseigne d'ailleurs le baromètre réalisé par Ipsos en fin d'année dernière. Et je parle en connaissance de cause, en ayant été moi-même, vous le savez, maire pendant 25 ans d'une petite ville qui fait 4000 habitants. Je sais l'importance de tous ces bénévoles, qui d'ailleurs c'est 4005, 4500 habitants. Si je diminue la dimension de ma commune, je sens que je vais avoir des coups de téléphone. 4005 maintenant. Et bien sûr, on connaît l'importance dans la vie quotidienne de nos villes, de nos petites villes, de l'engagement des clubs, des associations, les clubs de tout genre, sportifs et autres, les associations culturelles, environnementales, patriotiques, les associations d'entraide. Ils font vivre la vie locale, en particulier dans nos campagnes et dans nos petites villes. L'engagement, c'est d'ailleurs l'un des domaines les plus essentiels de l'action publique communale, que ce soit par l'attribution de subventions aux associations, la mise à disposition d'équipements, l'organisation d'événements. Les territoires et les communes jouent un rôle indispensable pour favoriser la vie associative de proximité. Pour vous accompagner, l'État a développé des outils à l'image de la plateforme qui s'appelle jeveuxaider.gouv.fr, une plateforme qui permet de favoriser l'engagement bénévole, notamment de nos concitoyens qui ne sont pas spontanément intégrés dans les tissus associatifs existants. Son utilisation est très simple, on tape le nom de sa commune et une liste de missions s'affiche proposée par les associations du territoire. Plus de 60 000 missions de bénévolat y sont déjà référencées. Cette plateforme est en open source, c'est-à-dire qu'elle est très facilement intégrable sur le site de vos communes. Aujourd'hui, il y a plus de 1600 communes qui l'intègrent déjà sur leur site et en font la communication donc auprès de leurs habitants. Nous visons l'objectif d'atteindre 3000 communes partenaires d'ici la fin de l'année, dont 500 PVD. Une présentation du dispositif vous sera proposée d'ailleurs jeudi et je vous invite très chaleureusement à contribuer à cette belle démarche. Je pourrais aussi évoquer la plateforme L'heure civique, initiée par le créateur de la fête des voisins, Athanas Périfan, et qui permet de donner une heure de son temps pour aider un voisin ou participer à une action de solidarité dans ce quartier. C'est un outil que nous vous engagerons à partager auprès de vos habitants. Vous pouvez aussi participer au grand élan du service civique en accueillant des volontaires. Le service civique existe depuis 2010. Il répond aux grandes attentes de la jeunesse, s'épanouir bien sûr, se construire comme un acteur de sa vie,
mais aussi accumuler les expériences pour s'insérer dans la vie active et dans la société. La présidente Béatrice Engrand interviendra tout à l'heure et je la remercie de cet accompagnement. L'engagement, c'est aussi la participation citoyenne et la mobilisation des forces vives autour des projets d'une commune, du territoire. C'est un enjeu important sur lequel nous reviendrons tout au long de la semaine, car vous êtes toutes et tous à des degrés divers dans une phase de définition de votre projet pour vos villes, vos petites centralités, dans le cadre de PVD. Ce projet de territoire peut être, j'en suis convaincue, une très belle occasion pour construire des démarches de participation citoyenne, et cela non pas à un moment T, mais tout au long du projet, de l'idée jusqu'aux réalisations. Cela implique de mobiliser les citoyens, bien sûr, mais également les collectifs plus ou moins structurés. On peut parler du monde économique, des associations. C'est une source formidable d'innovation pour construire l'avenir à l'heure des grandes transitions. De nombreux outils et expériences vous seront présentés. Je crois qu'en la matière, les petites villes sont à la pointe de l'innovation. À Murat, par exemple, à Melle, à Plombières, Plombières-les-Bains, à Tournus, au Teil, au Lude, à Lavalette-Tudrone ou encore dans le Puisé-Forterre. Partout, des initiatives et des méthodes nouvelles émergent pour associer les habitants et co-construire des projets de territoire. Et bien sûr, tout cela est très inspirant. Bien sûr, les nouvelles technologies nous ouvrent le champ des possibles pour mobiliser largement les habitants, à condition, bien sûr, de bien accompagner celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Et je sais, cher Jean-Michel Maurer, monsieur le maire de Trilleport, que c'est un combat qui, comme moi, vous est cher. Évidemment, les territoires, ce sont avant tout des femmes et des hommes, il ne faut jamais l'oublier. Leur engagement, c'est la plus grande richesse que nous ayons. Comme l'écrivait Jean Bodin, il n'est de richesse que d'hommes. À l'image de tous les projets qui seront présentés cette semaine, il y a aujourd'hui un foisonnement d'initiatives dans les territoires. Nous assistons petit à petit à l'émergence d'un véritable service public de l'engagement citoyen, porté et incarné dans les politiques municipales que vous menez. Évidemment, dans ce contexte, le programme Petites Villes de demain est là pour vous accompagner, non pas en vous proposant des solutions génériques ou des méthodes uniformes, mais en vous apportant des clés de compréhension, des références et des outils pour vous aider à faire de l'engagement des citoyens une vraie ressource pour votre projet de territoire. Je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite vraiment une très bonne semaine thématique sur l'engagement du club Petite Ville de demain. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir persévéré, et merci pour ces mots d'ouverture de cette belle semaine thématique que nous avons construite avec, bien évidemment, le ministère de la Cohésion des Territoires, le ministère de la Jeunesse et l'Agence nationale de la cohésion des territoires, bien évidemment, ainsi que l'Association des petites villes de France. Si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on ouvre de suite un premier temps d'échange pour chercher à approfondir ce que vous évoquiez, les petites villes, terreaux fertiles d'innovation en matière d'engagement. Mais justement, quand on dit ça, où en est l'engagement dans la ruralité, dans les petites villes? Est-ce qu'il y a des spécificités de l'engagement dans ces territoires? Et en quoi cet enjeu de l'engagement est étroitement lié à la qualité de vie des habitants de ces petites villes, de ces territoires ruraux, qui est bien l'objectif majeur du programme Petites Villes de demain, que Madame la Ministre, vous avez lancé en octobre 2020. Donc, pour mémoire, pour l'ensemble des participants, dans les petites villes de demain, on a des caractéristiques démographiques assez particulières liées au caractère rural, avec une population globalement plus âgée que la moyenne nationale, une transition démographique plus affirmée,
avec derrière, et on l'a vu lors de la semaine dédiée au bien vieillir, un gisement aussi de bénévoles et de personnes prêtes à s'engager, des personnes qui ont besoin de l'engagement des autres et puis qui peuvent aussi être très actives dans ces territoires. Et puis également, on a publié en octobre dernier avec l'Association des petites villes de France et la Banque des territoires un baromètre Ipsos que vous rappeliez, qui a mis l'accent justement dans le top 3 des raisons qui font que les Français apprécient les petites villes. C'est bien la qualité des relations humaines qui ressort et qui, effectivement, nous semble être un très beau point de départ pour travailler sur ces questions d'engagement et de lien de manière plus générale. Alors, pour commencer justement à appréhender les ressorts de l'engagement, peut-être les spécificités des petites villes, je vais me tourner vers Monsieur Jean-Michel Maurer, maire de Trilleport, en Seine-et-Marne, petite ville de demande de 5 000 habitants environ, vous nous direz, Monsieur le maire, engagé, comme l'évoquait Madame la ministre, pleinement dans une commune plus numérique, avec voilà, d'ailleurs des reconnaissances nationales en la matière. Monsieur le maire, comment qualifieriez-vous la dynamique d'engagement dans votre commune de manière plus générale, en raison aussi de votre responsabilité dans l'Association des petites villes de France? Voilà, est-ce qu'il y a une spécificité de l'engagement, où on en est dans les petites villes en la matière? Alors, je pense que déjà, par petite ville, il y a des cas très différents. Enfin, je rappelle que là, il y a une dualité dans les petites villes, soit centre-bourg, soit périurbaine, avec quelquefois aussi des dynamiques différentes, hein, d'augmentation de la population, diminution, qui expliquent aussi le fait que l'engagement citoyen est aussi, fait partie de l'ADN d'une ville. C'est-à-dire, c'est l'identité d'une ville. Et il se pose d'autant plus, ces questions se posent d'autant plus que lorsqu'une ville comme la mienne va devoir accueillir de plus en plus d'habitants. C'est-à-dire que très clairement, cette notion d'engagement, de vie associative intense est vraiment une particularité de nos villes. Nous avons énormément d'associations de tout bord, mais très clairement également, nous avons été frappés depuis 2 ans par une panne du lien social qui va faire énormément de dégâts et sur lequel il va nous falloir revenir. C'est-à-dire que, effectivement, Madame la ministre l'a bien précisé, nous sommes des villes de proximité. L'épisode du Covid a montré que la solidarité dans nos territoires est partagée, est réelle, concrète, et s'est exprimée par bien des canaux. C'est aussi une grande découverte, moi, non pas de cette solidarité, mais ça a foisonné de partout et ça a permis de démultiplier l'action des élus sur le territoire. Par contre, très clairement également, il y a eu une cassure, une brisure du fait du Covid. C'est cette dynamique d'engagement réelle qui était une réalité évidente sur tous les jours de l'année pratiquement, eh bien, a subi des contre-coups très très forts. C'est-à-dire des bénévoles se sont retrouvés sans lien social. Certaines associations ont arrêté leur activité. Et cela nous pose aussi plusieurs types de responsabilités différentes. Je dirais qu'il est grand temps de rallumer les étoiles, pour reprendre une métaphore politique, mais qui s'impose à nous. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire comme si rien ne s'est passé ces 18 derniers mois. Il va falloir faciliter la renaissance associative du lien social. Quelquefois, d'ailleurs, nous substituer en tant que ville à des initiatives qui, notamment sur le lien multigénérationnel, je pense notamment au club du troisième âge, des seniors, etc., fait que les associations tombent en panne. Il faut renouer avec un lien, et y compris d'ailleurs se poser la question sur si le montage associatif, sur ces animations très particulières, avec notamment aussi des raisons liées à la responsabilité, liées aussi à la santé, etc., sont les meilleures réponses. Donc on travaille, nous, sur Trilleport, à changer le format et puis à municipaliser, entre guillemets, certaines actions. Alors, nous avions aussi un dialogue avec la préfecture, parce que globalement, nous avons dit que pour nous, PVD, ça ne pouvait pas se limiter à simplement de l'habitat et puis au petit commerce. Le lien social, la cohésion sociale doit être un pilier majeur de ce programme. Car nous sommes des villes des transitions, des villes en mutation pour certaines, et il est important que ce lien social soit un lien à la fois émancipateur, mais un lien de solidarité.
Et nous travaillons aujourd'hui, on a organisé notre première journée citoyenne cette année, qui n'a pas été une franche réussite, donc qui a été une première, mais qui nous a montré justement que l'adhésion était en panne, alors que c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, ne nous donnait aucune inquiétude. On le voit également sur la situation des écoles, hein, au niveau du périscolaire, etc. On sent bien, qu'il va falloir, sur le métier, remettre l'ouvrage. Alors, pour cela, bien évidemment, changer les formats, mais aussi réfléchir à de nouveaux sites qui soient à la fois des sites semeurs de citoyenneté, de lien social et producteurs de lien social, multigénérationnels, des espaces plutôt hybrides pour un peu casser les silos, les frontières et donner des opportunités de renaissance de ce lien social. Je pense qu'on ne pourra pas faire du copier-coller comme avant le Covid. Il va falloir très certainement expérimenter, innover. Bon, ça ne nous fait pas peur. Mais très clairement aussi, le constat, il s'impose. C'est une urgence absolue. Il faut absolument renouer le lien dans les prochaines semaines et les prochains mois parce que c'est vraiment important. C'est de toute façon la raison de vivre des élus, hein, que ce soit clair, mais c'est aussi, on va dire, toute la dynamique de nos communes qui est un véritable challenge à remplir. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour cet appel à l'urgence qui est bien entendu. Et je vais céder la parole à Salomé Berdiou, fondatrice et directrice générale de Chemin d'avenir, entre autres, également auteur de 2 ouvrages hein, sur les fractures territoriales, en 2019, Les Invisibles de la République, et en 2020, Nos campagnes suspendues, entre autres. Mais je vais m'arrêter là sur la liste des ouvrages, Salomé, que vous avez pu publier. Et justement, par rapport à cette urgence, au risque de fracture peut-être réaffirmé qu'évoquait Monsieur le maire, on avait envie de vous entendre sur les enjeux peut-être de la jeunesse, qui est une population à part entière. On sait dans les petites villes de demain qu'on a une population plus fragile aussi que la moyenne nationale, en particulier pour les jeunes, quand on regarde notamment les difficultés d'insertion dans le premier emploi. C'est une vraie réalité qui recouvre aussi les statistiques qu'on connaît dans le milieu rural, bien évidemment. Donc voilà, à votre sens, basé sur votre expérience et votre parcours, comment favoriser l'épanouissement des plus jeunes en milieu rural et dans les petites villes avec l'engagement, tant en bénéficiaire qu'acteur peut-être? Et encore une fois, par rapport à ça, est-ce qu'il y a une spécificité du milieu rural, une spécificité des petites villes qui se dégagent? Oui, merci beaucoup Juliette et bonjour à tous et à toutes. Bonjour Madame la Ministre. Alors, en essayant d'être synthétique, si on prend la question sous l'angle des jeunes ruraux acteurs plutôt que bénéficiaires, parce qu'il me semble que c'est l'objectif le plus stimulant et le plus porteur à la fois, on peut partir d'un double constat. Le premier, et j'enfonce un peu une porte ouverte, mais je pense que c'est important de le redire et qu'ici, on sera sans doute tous et toutes d'accord autour de la table, si je puis dire. Le premier constat, donc, c'est que les jeunes des zones rurales et des petites villes, quand on leur en donne les moyens, souhaitent s'engager vraiment et appuient cet engagement sur des centres d'intérêt, des convictions, des envies concrètes, que ce soit à l'échelle de leur établissement scolaire, de leur commune, de leur région, et ce sur des thèmes vraiment variés qui peuvent aller de l'engagement auprès des plus âgés, l'engagement politique, l'engagement en faveur des enjeux écologiques bien sûr, ou de l'égalité femmes-hommes par exemple. Donc cette envie, elle est réelle, autant qu'ailleurs, et je dirais même parfois plus qu'ailleurs. Ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, qui malheureusement vient nuancer l'optimisme du premier, c'est que pour ces jeunes, très souvent, la possibilité d'agir, de s'engager, reste presque par définition lointaine, ou en tout cas conceptuelle, parce que les dispositifs sont loin, parce qu'ils supposent une mobilité qui, pour ces jeunes, très souvent, est une mobilité complexe à obtenir, parce que ces dispositifs ne les touchent pas directement, je donnerai des exemples, et qu'ils ne se sentent pas forcément concernés à l'heure de s'engager, parce que l'information concernant ce qu'il est possible pour eux de faire ne parvient pas jusqu'à eux, ou encore parce que l'offre tout simplement est moindre. Pour être très concrète, lorsqu'avec les équipes de Chemin d'avenir, nous nous rendons dans un collège ou dans un lycée général technologique, dans des filières professionnelles ou même agricoles, dans la ruralité ou dans des petites communes, et que nous disons aux jeunes
Concrètement, vous ne cocherez peut-être pas tout de suite la case d'un stage que vous auriez pu obtenir, par exemple, par un contexte familial qui serait favorable, ou d'un déplacement à l'étranger qui pourrait éventuellement faire bien sur votre curriculum vitae. OK. Mais en revanche, nous sommes convaincus que votre potentiel peut s'exprimer à travers l'engagement. Et la bonne nouvelle, c'est que vous engagez, chacun d'eux est à même de le faire, et nous allons essayer à notre mesure de vous donner les moyens, des moyens concrets pour vous engager. Et très souvent, la grande majorité des jeunes ouvrent de grands yeux au moment où on leur dit ça et se demandent à la fois ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils savent faire, quelle est leur légitimité à agir, et puis ensuite, comment est-ce qu'ils peuvent concrètement le faire. Or, si vous passez un peu de temps avec ces jeunes et que vous leur montrez qu'en réalité, ils font déjà des choses, y compris au sein de leur territoire, qu'ils savent faire des choses, qu'ils sont légitimes, et dès lors que vous travaillez, ne serait-ce qu'un tout petit peu à leur côté, sur la réalisation de leur potentiel via l'engagement, ils font des étincelles et il y a un effet de transformation qui est vraiment très rapide. On le voit chez Chemin d'Avenir dès lors qu'on propose des concours de l'engagement, et on le fait régulièrement, et ces engagements prennent différentes formes, associatives, culturelles, artistiques, vraiment citoyens. Lorsqu'on leur propose de venir à un événement, vous voyez, le 22 février prochain, Chemin d'Avenir organise un événement avec France Inter qui va s'appeler Des candidats et des jeunes, et où nous recevons dans l'auditorium de Radio France un certain nombre de candidats à la présidentielle ou leurs représentants devant 100 jeunes issus de toute la France qui vont les challenger, les auditionner, échanger avec eux. Et bien là, sur les plusieurs milliers de jeunes que nous accompagnons chez Chemin d'Avenir, il y en a énormément qui se portent volontaires, ce qui veut dire qu'en termes de conscience citoyenne et de volonté d'un engagement aussi rapide et court dans le temps soit-il, ça dépote immédiatement. Ils sont donc à la fois OK, partants, mais même demandeurs. Encore faut-il rendre les dispositifs que l'on mène, y compris à l'échelle nationale, accessibles à ces jeunes de la Creuse, de l'Allier, de la Nièvre, des Vosges ou de l'Ain. Et ça, c'est une discussion que nous avons souvent eue avec Béatrice Engrand, qui en parlera mieux que moi par la suite et qui travaille beaucoup sur la question et qui est très sensible à cet enjeu. Pour prendre un exemple, lorsqu'un jeune dans la ruralité souhaite faire un service civique, quand l'information lui parvient, il y a un vrai travail qui est mené là-dessus, mais on partait d'assez loin. La question, c'est est-ce que c'est logique, suffisant et bien qu'ils doivent se contenter, si je puis dire, d'un service civique de proximité, si l'offre, c'est l'EHPAD de la commune d'à côté ou le collège dans lequel lui-même a grandi. C'est bien, ça peut déjà remplir un certain nombre de cases, mais en termes d'émancipation, d'ouverture sociale, culturelle, professionnelle, de mobilité géographique et sociale, on peut imaginer que dans ce contexte, cela loupe un petit peu le coche et que donc ça peut supposer d'adosser au dispositif du service civique certains volets complémentaires. Je donne un autre exemple concret, mais encore une fois, je sais que nous sommes sans doute très alignés dans la salle. Mais si on prend la question du pass culture, là on parle d'engagement, d'épanouissement des jeunes, et donc la culture en fait évidemment partie. C'est une discussion que j'ai aussi régulièrement pour essayer de faire en sorte que au pass culture, qui est une réussite, soit adossé aussi éventuellement un volet qui tienne compte de l'isolement géographique de ces jeunes-là, pour qu'il ne s'agisse pas uniquement de commander, et je caricature un peu, mais des mangas sur Internet, mais aussi de pouvoir accéder par exemple au spectacle vivant et à une culture qui est par définition plus élitiste et donc qui devrait être accessible à ces jeunes-là. Donc la question, et j'essaierai d'être rapide pour la suite, mais la question c'est à la fois de penser des dispositifs nationaux en y adossant un volet spécifique pour les jeunes ruraux, qui tiennent compte d'enjeux très terre-à-terre comme le logement, les transports, la diffusion de l'information et l'autocensure qui peut être propre à ces jeunes, même lorsqu'il s'agit d'engagement. Et puis, au moins autant de penser les dispositifs ancrés dans les territoires. Et là, très souvent, ça repose sur le talent et le dynamisme des élus, tout simplement, avec une dimension ambitieuse qui permette aux jeunes d'être épanouis selon un triptyque dont chaque dimension, et j'insiste là-dessus, me semble aussi importante, c'est-à-dire épanouis au sein de son territoire, épanoui hors de son territoire,
voire épanoui hors de son territoire pour, pourquoi pas, y revenir dans un deuxième temps. Et ça, je pense, et ça fait partie des messages que je tiens à envoyer, y compris dans le cadre de ce raisonnement, mais qu'il y a une vraie responsabilité pour les acteurs à la fois nationaux et locaux quand on parle de jeunesse et d'engagement, comme quand on parle de jeunesse et d'orientation, d'insertion professionnelle, etc., pour, d'une part, si possible, déployer de vrais moyens, certes logistiques, humains, idéalement financiers, pour que les jeunes aient envie de s'engager sur leur territoire et trouvent, via l'engagement, une motivation pour rester et pour faire chez eux, mais si possible aussi, une responsabilité au moins aussi équivalente de sortir de la dialectique entre partir ou rester, qui est vraiment très responsabilisante pour les jeunes ruraux et qui fait peser une forme de culpabilité sur les épaules de ceux qui partent, de complexe sur les épaules de ceux qui restent, et qui en fait s'efface dès lors que l'on essaie d'insuffler, et c'est bien tout le sens de cet échange, aux jeunes la capacité à être libre d'agir, de partir, de revenir, etc. Et donc je clôturerai là, mais en ce sens, l'engagement des jeunes ruraux peut vraiment être la clé de voûte d'une relation au territoire innovante, et c'est parfois le cas déjà, stimulante, impliquante, qui va favoriser à la fois les rencontres, développer des compétences transversales pour le jeune, se transformer ensuite en un métier, si possible, et donc pour permettre à ce jeune, dans la ruralité ou dans une petite ville, de déployer tout son talent au sein de son territoire, mais à la condition qu'on ne lui dise pas juste « engage-toi », sans lui souffler du vent dans les voiles, donc grâce à des offres de la part des élus, grâce à des propositions associatives adaptées, pour que l'engagement ne soit pas une espèce de notion éthérée qui fait peur ou qui en tout cas n'attire pas, mais un vrai outil de révélation du potentiel de ces jeunes, comme l'est le service civique, et ce que Béatrice Engrand va expliquer bien mieux que moi par la suite. Merci beaucoup, Salomé. On reviendra ensemble sur les leviers identifiés et peut-être des initiatives un peu inspirantes que vous avez pu constater. Et vu que vous avez très, très bien introduit l'Agence du service civique, je me tourne vers Béatrice Engrand. Vous êtes présidente de l'Agence du service civique. Merci beaucoup de vous être libérée ce soir. Comme ça a été évoqué, si on reste un peu sur le thème de la jeunesse, on voit bien, et je pense qu'on partage tous le formidable vivier de jeunes désirés de s'engager ou potentiellement désireux de s'engager dans les territoires. Sous votre contrôle, l'Agence du service civique a été créée en 2010 et voilà, et qui accompagne en fait sur un vrai parcours d'engagement ces jeunes depuis l'adolescence jusqu'à leur jeune adulte. Voilà, il y a de nombreux leviers que vous mobilisez au sein de l'agence, au service de ce parcours d'engagement. Quel est l'état des lieux pour les petites villes, pour les territoires ruraux, du déploiement de ce parcours d'engagement? Merci à la NCT de m'avoir sollicité. Bonjour à toutes et tous, bonjour à Madame la Ministre. C'est toujours un plaisir de parler d'une politique publique qui est positive, qui est enthousiasmante, même si, comme Salomé Perloux l'a bien dit, en mettant beaucoup la pression, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais peut-être en exergue. J'ai envie, parce que je vois que nous sommes très nombreux autour de cet écran et sur le chat, rappeler très rapidement ce qu'est le service civique pour celles et ceux des élus ou des administrations des petites villes de France qui n'auraient pas la connaissance, en tout cas du détail de ce qu'est l'agence du service, ce que sont l'agence du service civique et le service civique lui-même. Donc l'agence du service civique, c'est un opérateur de l'État qui dépend du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui a été créé en même temps que le service civique et qui aujourd'hui est en charge en fait de 3 programmes, un programme national qui est le service civique, j'y reviendrai, et 2 programmes européens, le programme Erasmus+ Jeunesse, qui est le volet qui a trait à l'éducation non formelle d'Erasmus, c'est-à-dire tous les échanges de jeunes, tout ce qui se passe en fait hors de l'école et de la formation, c'est géré par nous à l'agence de service civique. Et 3e programme, le Corps européen de solidarité, qui est donc la possibilité pour de jeunes Européens de venir faire un volontariat en France ou de jeunes Français de partir en Europe pour faire un volontariat sur des missions d'engagement qui sont proches de celles du service civique. Donc, je crois que c'est important de comprendre le rôle de l'agence sur ces 3 axes-là qui offrent des possibilités aux jeunes. Pour autant, effectivement, comme Salomé Perloux l'a bien dit,
pour autant qu'ils en aient l'information, qu'ils se sentent légitimes, qu'ils soient accompagnés. J'y reviendrai. Alors, peut-être petit focus sur le service civique. Donc, c'est une expérience, une chance, j'appelle ça, moi, offerte aux jeunes de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, de s'investir, de donner du temps pour des causes, d'effectuer des missions d'intérêt général au service de la cohésion sociale. Les missions, elles peuvent être effectuées dans ce qu'on appelle les organismes d'accueil, qui sont des associations, des services publics de l'État ou, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, des collectivités territoriales. En échange de ce temps donné, je donnerai quelques exemples évidemment tout à l'heure, et c'est important cette réciprocité, en échange du temps donné par le jeune dans son organisme d'accueil, il reçoit une indemnité de 580 € par mois et il est tutoré. C'est très important cet accompagnement du tuteur, parce que le tuteur a la responsabilité ou la mission d'aider le jeune à faire ce qu'on appelle le projet d'avenir, c'est-à-dire à essayer de trouver une issue positive à la fin de son service civique, donc soit de continuer à s'engager, soit de reprendre une formation, de trouver un travail, en tout cas de veiller à ce que le service civique ait eu des effets positifs sur l'épanouissement au sens large du jeune. Peut-être le coût, ce qui peut être intéressant pour les collectivités, c'est de rappeler que quand une collectivité accueille un ou des jeunes en service civique, l'essentiel des coûts est pris en charge par l'État, l'indemnité du jeune pour 470 € et évidemment la formation et l'accompagnement des tuteurs, la formation civique des jeunes aussi, et il y a un reste à charge pour les collectivités, pardon d'être extrêmement bas de plafond et concrète, mais je profite de l'Assemblée pour être précise, donc de 107 € par mois par jeune pour les collectivités. Ce qui a été dit au début par M. Morer et souligné aussi par Salomé ensuite, le désir d'engagement des jeunes, il est extrêmement fort. Ça correspond pour moi, ça a toujours été, enfin depuis que le service civique existe, hein, ça a toujours été le cas, mais on note vraiment, j'allais dire, un pas supplémentaire, une augmentation très forte depuis la crise. Alors, pour des bonnes raisons, parce qu'on a des jeunes, évidemment, qui veulent contribuer à la cohésion sociale, à la cohésion nationale, et puis aussi, ça traduit une quête de sens extrêmement forte de cette génération qui n'a jamais eu autant de problèmes de santé mentale qu'aujourd'hui. Et on a remarqué, on a fait des études ponctuelles, hein, que le service civique, comme d'autres engagements, notamment le bénévolat avec la plateforme jeveuxaider.gouv.fr, en fait, c'est aussi une réponse à la quête de sens de ces générations. Donc, je crois qu'on a tous collectivement l'obligation d'offrir des opportunités à ces jeunes. C'est le rôle des collectivités qui, à mon sens, y trouvent aussi un intérêt de s'engager dans le service civique, d'une part parce qu'elles peuvent contribuer à répondre aux questions des jeunes, à répondre aux désirs d'engagement des jeunes, et dans le même temps, évidemment, d'accueillir des jeunes en service civique, c'est extrêmement bénéfique pour une commune. Donc, dans le programme Petites Villes de France, ce sont 241 communes qui sont déjà engagées. Donc, je pense que le bilan, on n'en est qu'au début, mais c'est déjà pas si mal. En tout cas, c'est une priorité pour l'agence. Ça concerne près de 10 000 jeunes. Donc, moi, je trouve ça plutôt encourageant, on va dire. Et les missions, pour vous montrer à quel point ça peut être intéressant pour une commune d'accueillir des jeunes, c'est des choses extrêmement concrètes comme animer un jardin partagé, animer une épicerie solidaire, aller rendre visite aux personnes âgées isolées de la commune. C'est aussi aller recueillir la parole des habitants avant que la commune ne s'engage sur un projet de rénovation du centre culturel, par exemple. Il y a les missions, c'est contribuer à animer le conseil municipal des enfants. J'ai vu passer ça, je crois que c'est à Noyon, je trouve ça tout à fait charmant. Voilà, donc il y a vraiment une rencontre dans le service civique entre l'énergie d'un jeune, son questionnement, et puis un intérêt aussi pour la collectivité. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, évidemment, vous me demandiez, je conclurai là-dessus, quel est le bilan ? Il est en demi-teinte, des résultats encourageants. Pour autant, c'est ce que Salomé disait tout à l'heure, sur tous les obstacles. Les obstacles, ils sont
pas innombrables, c'est ça qui est rassurant, ils sont identifiés, mais on n'est pas assez concentré et investi pour les surmonter. Il y a évidemment la question de l'information, comment on informe les jeunes sur cette possibilité d'accéder à ces dispositifs. Une fois qu'ils sont informés, comment on génère chez eux le déclic, qu'ils se disent « bah oui, c'est pour moi ». Dans l'autre sens, comment on accompagne les collectivités à créer des missions de service civique, à déposer l'agrément de demande de service civique auprès des services déconcentrés de l'État. Il y a un accompagnement, je crois, assez personnalisé, mais forcément, ça demande aussi un peu de temps hein, d'inventer une mission et d'accueillir le jeune. Donc, parfois, ça freine un peu dans les collectivités. On peut comprendre. Donc, il y a des obstacles à la fois chez les jeunes et dans les collectivités. Pour autant, il faut continuer évidemment à informer, à générer des déclics. Souvent, le déclic, il se fait par l'accompagnement, mais aussi par la valorisation toute simple de ce qui fonctionne, les fameuses bonnes pratiques. Hein. Et puis, voilà, ce sera le dernier point pour moi. Il faut vraiment que, avec les associations d'élus et puis individuellement avec les communes, on arrive à tricoter des projets sur mesure où et ça suppose d'investir, hein, où l'agence du service civique va donner l'agrément de service civique, va indemniser les jeunes, et il faut mettre tout le monde autour de la table pour que la commune, la région apportent des compléments de financement pour aider le jeune à s'installer, si c'est un jeune qui vient d'une autre ville ou un jeune de la ruralité qui vient dans une petite ville, ou enfin en tout cas une aide au logement et à la mobilité. C'est ce que l'agence malheureusement ne prend pas en charge, et on voit bien sur des opérations pilotes que s'il y a des compléments avec une ingénierie comme ça, tricotée multi-acteurs, ça fonctionne très bien. Mais évidemment, ces projets tricotés dans une logique de multi-acteurs, ils sont encore insuffisants. Et j'espère qu'après cette intervention, j'aurai beaucoup de candidats pour nous accompagner, pour aller plus loin dans cette articulation entre cette politique publique d'État et puis des besoins finalement des jeunes et des communes, des territoires. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous avons indiqué dans le fil de discussion un lien vers une vidéo avec un témoignage de la Comcom Val-de-Drôme en Bio-Vallée qui justement montre bien un investissement d'une collectivité dans cette démarche de service civique. Effectivement, merci d'avoir fait le lien finalement avec la suite de la discussion, puisqu'on a bien identifié surtout sur les témoignages de Jean-Michel Maurer et Salomé Berliou, hein, la dimension vitale de l'engagement, pour ceux qui s'engagent aussi, en particulier dans le cadre, dans le contexte de la pandémie qu'on connaît. Et avec des spécificités que je retiens de vos témoignages qui sont peut-être plus du ressort de l'accès à l'engagement, de la connaissance et d'oser aller. Et là, on sait bien que c'est une responsabilité collective et que les collectivités ont leur rôle à jouer dans cette grande équipe pour permettre l'engagement de tous. Donc finalement, pour continuer, je vous propose de s'intéresser à quels sont les leviers à disposition des collectivités qui souhaitent justement promouvoir, faire émerger, soutenir l'engagement sur leur territoire. Et alors pour ça, par exemple, si on s'intéresse au cas particulier du projet de territoire, vous l'évoquiez, Madame Engrand, un service civique peut être par exemple mis à contribution en appui sur cette phase de concertation. Lors des assises de l'ingénierie organisées par l'Agence nationale de la cohésion des territoires en juillet dernier, s'était tenu tout un cycle de discussions sur participation et projet de territoire. Et il y avait différents leviers qui avaient été identifiés, que ce soit la création et l'animation des espaces de coopération formels et informels, l'utilisation de l'outil numérique comme un vecteur d'information et d'inclusion, ou encore comment arrêter des choix et des priorités d'action à partir du débat citoyen. C'est un sous-ensemble très clairement, mais qui est de pleine actualité pour les petites villes de demain dans leur démarche de construction de leur projet de territoire. Et pour revenir justement sur de quel soutien les collectivités peuvent bénéficier, quelle ingénierie pour justement accompagner ces démarches d'engagement, de participation. J'ai le plaisir de céder la parole et mon fauteuil à mon directeur général, Yves Le Breton. Et je me remasque pour l'occasion.
Merci beaucoup, Juliette. Ne voyez aucune symbolique dans le fait que je remplace Juliette et je prends son siège, mais tout simplement pour des raisons techniques, nous sommes amenés à travailler sur son poste. Je voulais à mon tour saluer évidemment tous les participants à cette séquence et puis évidemment les intervenants qui se sont succédés depuis l'ouverture par Madame la ministre. Alors effectivement, comme le disait Juliette, cette question de la participation citoyenne et de l'engagement citoyen sont apparus comme des thèmes porteurs dès la création de l'ANCT. On l'avait identifié comme un des thèmes des premières assises de l'ingénierie que nous avons organisées en juillet de l'année dernière. Pourquoi? Parce que, et je pense que Monsieur le maire de Triport ne me démentira pas, cette question de la participation des citoyens, l'organisation de la participation citoyenne est au cœur de nombreux projets portés par les collectivités locales. Ces projets donc, qui avancent grâce en particulier à cette intervention des citoyens. Eh bien, cette intervention des citoyens, elle nécessite aussi une certaine forme de technicité, d'ingénierie, parce que ce n'est pas forcément toujours intuitif, et que, par ailleurs, cette question de la participation citoyenne, elle se pose à toutes les étapes d'un projet, non pas seulement à son lancement, mais bien dans toute sa conduite et son aboutissement. Et c'est la raison pour laquelle la NCT, qui est quand je la présente, j'ai souvent l'occasion de dire que c'est une boîte à outils au profit des collectivités territoriales. Et donc, cette question de la participation citoyenne et des techniques donc, de la participation citoyenne, de l'ingénierie de la participation citoyenne, donc la NCT en a fait un de ses thèmes de prédilection. Parce que lorsque l'on parle de revitalisation, comme on le fait beaucoup dans le cadre du programme Petites Villes de demain, on est amené à échanger sur ces sujets de participation citoyenne. On est amené à échanger sur les différentes bonnes pratiques, comme le rappelait Béatrice Engrand tout à l'heure, entre collectivités et entre élus, mais aussi en donnant un certain nombre d'outils, en proposant un certain nombre d'outils aux collectivités. Donc, sur tous ces différents enjeux, l'ANCT s'est dotée d'une offre de services dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. C'est l'occasion ce soir peut-être de rappeler quels sont les principaux instruments, les principaux outils qu'on trouve dans cette offre de services. D'abord, nous avons mis en place une plateforme territoire en commun, donc, qui est vraiment fondée sur l'idée des retours d'expérience. Donc, cette plateforme territoire en commun est accessible depuis notre site internet à tout un chacun qui veut s'y intéresser. Et moi, j'invite évidemment tous les participants ce soir à l'utiliser, à le faire savoir, parce qu'elle s'enrichira aussi au fur et à mesure des pratiques que les uns et les autres voudront bien partager avec l'ensemble de la communauté. De manière très concrète, dans cette offre de service, l'ANCT a souhaité aussi développer une action, une démarche qui s'appelle Territoire d'engagement, qui part d'une intuition partagée par les élus locaux et leurs équipes, celle que la reconquête de la cohésion sociale et territoriale passe par la coopération et l'engagement des citoyens. C'est toujours la difficulté quand on est en webinaire, c'est de ne pas voir le public, mais je sais que cette question, elle est vraiment partagée et approuvée par tous, parce qu'on le voit au gré du succès que rencontre ce programme, cette démarche territoire d'engagement. J'ai pu, lors du dernier Salon des maires, partager avec un certain nombre d'élus qui étaient partie prenante de cette démarche et qui entraient dans cette démarche avec vraiment l'intention de pouvoir en faire aussi bénéficier des acquis l'ensemble de leurs pairs. Donc, nous avons aussi souhaité pouvoir mettre en place une démarche d'écoute et de partage avec les différents élus, donc au travers notamment d'une plateforme d'accompagnement à distance qu'on a intitulée Cellule de conseil et d'orientation. Elle est destinée aux collectivités qui souhaitent se lancer dans l'aventure, avec tous les guillemets qu'on doit mettre au mot aventure, de la démocratie participative, et collectivités qui ressentent le besoin d'être accompagnées dans ce cheminement, parce que j'insiste bien sur cette question, ce n'est pas forcément quelque chose d'intuitif, et donc le fait de pouvoir partager des expériences ou autres au travers du dialogue avec des équipes rompues à cette thématique peut s'avérer particulièrement utile pour les collectivités concernées. Donc, c'est une offre de service qui prend la forme d'une série de sessions de travail en visioconférence, puisque
nous avons, au gré du contexte sanitaire, expérimenter et développer cette méthode de contact, donc avec des contacts réguliers entre l'équipe de l'agence et les collectivités intéressées. Et puis, je voulais aussi souligner que l'ANCT développe également des programmes visant à mettre en place, plus exactement à accompagner la mise en place de lieux qui peuvent servir de support à l'engagement citoyen. Je pense notamment aux tiers-lieux. Il est prévu cette semaine l'intervention de notre collègue Marc Pommier, qui est en charge de ce programme dit Nouveaux lieux, nouveaux liens, et Marc Pommier qui aujourd'hui développe une nouvelle action, donc celle des manufactures de proximité, qui est un développement des tiers-lieux orienté vers la production, notamment industrielle, pour développer aussi cette technique et cette conception du coopératif vers des activités de relocalisation industrielle et de production. Alors, on est au lancement de cette démarche, mais au regard de l'intérêt qu'elle suscite, je pense qu'elle pourra produire des acquis intéressants, notamment autour de l'idée du partage et de la mutualisation d'un certain nombre d'outils de production. Voilà, je ne voulais pas être plus long sur ces offres de services, mais je voulais souligner à quel point pour nous la question de la participation citoyenne est structurante dans l'action de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et sans plus attendre, je vais rendre non seulement la parole, mais aussi son siège à Juliette Auripost. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yves Le Breton pour cette présentation des soutiens que peut apporter l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Madame Engrand, souhaitez-vous compléter, revenir, voilà, comment concrètement, vous avez déjà donné quelques pistes, une collectivité peut accueillir des volontaires, comment on fait si on veut, voilà, vous avez évoqué le nombre de 241 communes, comment faire pour être la 242e? Oui, merci beaucoup. Déjà, pour préciser par rapport à une question qui est apparue dans le chat, enfin, ou plutôt dans la page questions-réponses, le statut de service civique, le service civique, c'est un engagement, c'est-à-dire c'est ni un emploi ni un stage. Donc le jeune, il est recruté ou les jeunes sont recrutés sur la base de leur motivation, sur la base d'une rencontre entre un organisme d'accueil, aujourd'hui on parle des collectivités, et d'un projet pour le service civique. Ce n'est pas un recrutement sur profil en fonction de compétences. Par exemple, une commune qui aurait besoin d'un informaticien ou d'un webmaster pour quelques mois ne peut pas recruter un service civique pour cette mission. Il peut évidemment s'appuyer sur par exemple des propositions que peut faire un jeune en service civique pour faire évoluer, la collectivité peut faire évoluer son site internet grâce à des propositions que peut faire un jeune, mais ça ne peut pas être une mission de service civique en soi. Je tenais à le préciser parce que j'avais vu une question sur la page questions-réponses là-dessus. Alors, simplement, comment faire pour être la 242e? Aller sur le site de l'agence, taper référent service civique de son département, trouver l'adresse, c'est hyper simple, mail ou numéro de téléphone du référent départemental et lui dire voilà, je suis intéressé, comment faire? S'il ne répond pas sans plaindre auprès de la présidente de l'agence, mais je sais que le référent départemental répondra. Mais c'est vrai qu'avant on peut se faire conseiller sur l'ingénierie. Ce qui est important initialement, c'est d'avoir un peu un projet. Qu'est-ce que j'ai envie de confier à des jeunes dans ma collectivité. La boîte à idées est ouverte auprès des chefs de projet Petite Ville de demain. Voilà, c'est ça. Ils sont déjà plus de 600 en France entière et je suis certaine que les différentes pistes que vous avez ouvertes devraient leur donner bien des idées pour affiner. Et j'appelle l'attention sur un appel à projet spécifique qu'on a fait pour la ruralité. Ça s'appelle l'appel à manifestation d'intérêt, qui là donne accès à des moyens supplémentaires. Et ces moyens permettent pour des collectivités qui se seraient regroupées autour de cet appel à projet, ces moyens permettent de recruter ponctuellement sur 1 an ou 2 ans du personnel qui va aider justement à tricoter le projet d'accueil de jeunes en service civique.
Parfait. Merci beaucoup, Madame Engrand. Alors déjà, je vous présente toutes mes excuses en tant qu'animatrice de ce webinaire. On est toujours des dragons sur les horaires et là, avec le délai et les problèmes techniques, on est un peu en retard. Je m'engage formellement à tout couper à 45. Je préviens les intervenants suivants. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et puis de toute façon, on pourra y revenir tout au long de la semaine. Mais voilà, je vous promets, dans 10 minutes top chrono, je coupe tout. Vous voici tous prévenus. Peut-être pour poursuivre les échanges, je vais me tourner à nouveau vers Jean-Michel Maurer, donc maire de Trilleport. Merci d'être toujours avec nous malgré l'heure tardive. On a évoqué un peu au fil de l'eau l'outil numérique. Alors bien évidemment, l'engagement, quand on parle de lien, on a envie de se voir, d'échanger en vrai. Néanmoins, l'outil numérique peut être un formidable levier aussi d'engagement et d'inclusion pour peu qu'on y prenne garde et qu'on fasse les choses dans le bon ordre, si vous me permettez cette expression un peu facile. Comment vous mobilisez l'outil numérique dans la ville de Trilleport 5 si j'en crois le panneau derrière vous, et comment éviter l'éviction finalement des plus éloignés du numérique en mise sur cette technologie? À part l'humain, ce qui est la richesse que d'homme, disait Jacqueline Gourand en lançant ce webinaire, je souscris totalement. C'est-à-dire que la médiation, elle est avant tout humaine. Ça, c'est le premier point. C'est vrai que nous avons beaucoup accompagné Cédrico dans le lancement et le déploiement des conseillers numériques parce que c'est la réponse intelligente à donner. Les usages avant les outils. C'est-à-dire que ça peut être paradoxal de m'entendre dire cela, puisque effectivement, une réputation de numérique, mais j'y crois vraiment fermement. Globalement, pour faire simple, la dématérialisation, en fait, va amener risque d'amener des gens hors citoyenneté. On peut les transformer en e-citoyens ou en e-citoyens, si vous voulez. Et il est important, dans ce terme de médiation numérique, d'oublier le numérique et de garder cette idée de médiation. Ça, c'est vraiment hyper important parce que cette rencontre humaine, elle est des fois de l'intime. Il y a une relation de confiance. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que, y compris pour la concertation, il y a des outils, bien évidemment. Mais ces outils, en fait, ne remplaceront pas la démarche, la construction d'une concertation. Allez voir les gens, leur dire, tiens, eh bien, effectivement, là, vous pouvez vous mettre sur cette plateforme et cette plateforme va nous servir à mieux dialoguer. Et ça veut dire aussi que je suis très content puisque nous allons bientôt avoir une chef de projet à Trilleport, puisque nous l'avons recrutée, elle commence cette semaine. Et je peux vous dire que dans son profil de poste, eh bien, la concertation fera partie vraiment d'un pilier. Parce qu'un chef de projet ne peut pas être là que pour faire des demandes de subventions, du montage administratif, etc. Je crois que le numérique, de toute façon, ça peut être facilitateur de lien social, ça peut multiplier le lien social, mais il faut que le lien social repose avant tout sur l'humain. Et c'est comme ça qu'on avance sur le numérique. En fait, comme M. Jourdain faisait de la prose, à Trilleport, on fait du numérique sans trop le savoir. Et c'est bien ainsi. Je me méfie beaucoup de la gadgetisation de l'outil. Ce qui m'importe, c'est les valeurs qu'il peut porter. Et puis surtout, partir des usages. Les usages avant l'outil, c'est, bon, je ne veux pas refaire du Sartre, hein, mais c'est quand même pour moi hyper important. Donc voilà, miser sur l'humain. Merci beaucoup, Jean-Michel Maurer. Et quand on dit miser sur l'humain, c'est aussi créer, animer des espaces de coopération formels et informels, puisque l'engagement se raisonne aussi sur le temps long. On reviendra dessus avec Athanase Périfan d'ailleurs. Mais voilà, donc Salomé Berliou, est-ce que vous avez identifié des initiatives, des pépites innovantes peut-être, justement vertueuses en la matière, de comment on suscite l'engagement, comment on crée des groupes? Ce que j'ai perçu de plus efficace en la matière, dans la ruralité en tout cas, pour que les jeunes dont on parle aient accès à la fois à des incitations à la mobilité, des possibilités d'engagement, un accès à la culture, des rencontres inspirantes, etc. C'est lorsque se tisse autour de ces jeunes une espèce d'écosystème de réussite, en fait, au sens très large. Hein. Réussite, pas du tout au sens excellence scolaire, mais vraiment réussite au sens
capacité, possibilité pour ces jeunes de se réaliser pleinement. Et donc, quand ces écosystèmes reposent sur la mobilisation des entreprises et des fondations d'entreprises, des élus, évidemment, en premier lieu, de l'éducation nationale, des parents aussi, et des familles et de la société civile. Parce qu'en fait, la spécificité du rural, et on en parlait tout à l'heure, c'est que pour un jeune qui souhaite agir, s'engager, tout n'est pas à proximité immédiate. D'ailleurs, on nous le disait de manière très claire dans les questions-réponses en direct. Effectivement, pour un jeune qui est ne serait-ce qu'à quelques kilomètres d'une petite ville dans la ruralité éloignée, tout n'est pas à quelques stations de métro, ni même à 1 heure de RER ou de train. Et dire ça, ça n'est absolument pas dévaloriser un territoire, c'est vraiment factuel. J'ai grandi pour ma part dans un village de l'Allier qui était à 45 minutes de Moulins et à peu plus d'1 heure de Montluçon où nous n'allions jamais parce que c'était trop loin. Et aussi attachée que je puisse être à ce village, c'est vrai que les possibilités d'engagement pour les jeunes n'y existent pas forcément naturellement, à moins, et c'est parfois le cas, qu'on les crée, qu'on les invente, qu'on aille les chercher. Et ça marche d'autant plus quand on s'appuie, et c'est pour ça que je parle vraiment de coopération, sur un chef d'établissement dans un collège rural qui décide de faire un jumelage avec une ville européenne et un autre établissement dans un petit village en Espagne, une entreprise régionale avec une forte ampleur régionale comme Michelin qui décide de prendre très largement des jeunes en stage, une association comme Bibliothèques sans frontières qui tout à coup va donner les moyens à des jeunes ruraux de créer des micro-bibliothèques, une professionnelle qui va venir tenir un discours inspirant à des jeunes, l'Agence pour le service civique qui proposera des offres spécifiques, une fondation qui financera tout à coup l'accompagnement individuel de 100 jeunes grâce à un dispositif d'ampleur comme le collectif Mentorat. Et donc voilà, quand il y a des structures, notamment associatives, mais pas uniquement, et des impulsions qui proposent aux acteurs d'angler leurs réponses pour la ruralité et tissent des liens entre eux en rationalisant leurs actions, en les déployant au bon endroit, au bon moment et en mesurant l'impact de ces actions cumulées aussi sur l'engagement des jeunes, sur leur vote, sur leur confiance en eux-mêmes et en l'avenir, sur leur insertion professionnelle, etc. Eh bien, ce travail écosystémique au profit de la jeunesse rurale permet vraiment de faire la différence. Parce qu'il est très probable que chaque personne ait une information ou un moyen d'action à même d'aider ces jeunes à se réaliser, mais encore faut-il les mettre en réseau au sens noble du terme. Merci beaucoup, Salomé. Et peut-être, effectivement, cette notion d'écosystème, elle permet de répondre aussi à l'enjeu de l'investissement dans le temps, de l'engagement dans le temps et de sortir d'une approche un peu ponctuelle. Et pour finir cette table ronde, je vais me tourner vers Athanase Périfan. Vous êtes, entre autres, créateur de l'heure civique. Et justement, il nous semble intéressant d'entendre qu'est-ce que l'heure civique et en quoi ça peut permettre d'être une accroche à l'engagement et une façon de répondre à cet enjeu d'engagement dans le temps long. Merci à vous. Bonsoir à tous. L'idée était la suivante, en fait. On fait tous le même constat comme élus locaux, c'est qu'on voit un peu toujours les mêmes dans nos mairies, souvent les râleurs qu'on aime beaucoup par ailleurs. Nos généreux, les bénévoles vieillissent. La crise du Covid a accentué cela. On se rend compte que nos travailleurs sociaux font un boulot super, mais qui sont fatigués. Et l'idée va être de dire, il y a des gisements de générosité chez les gens. On l'a vu pendant la crise du Covid. Les gens ont envie d'agir. Comment est-ce qu'on arrive à les mettre dans l'action en proposant une offre un peu plus simple que le bénévolat associatif, que d'être dans un service civique, qui sont des engagements majeurs, mais qui prennent un peu de temps. Et cette heure civique, c'est chaque habitant donne 1 heure par mois pour une action d'entraide. 1 heure par mois, chaque élève, tout le monde peut le faire, c'est tellement simple. Et l'idée, c'est que les élus locaux vont lancer un appel à la mobilisation solidaire pour relancer cet élan de solidarité. On va en fait, et on le voit bien là où ça a été lancé, dans une 60aine de villes, dans 5 départements, on identifie des gens qu'on ne voit jamais en mairie, une mère de famille avec 2 enfants qui travaille, qui n'a jamais le temps de rien faire, mais qui a envie de se sentir utile. Et c'est important parce que ça va nous permettre de régénérer. Donc l'heure civique, c'est quoi? C'est la première marche la plus simple de l'échelle d'un engagement citoyen. Tout le monde peut le faire. Comment ça se passe? On s'inscrit sur un site, l'heurecivique.fr, mais le site, c'est pas ça qui crée la dynamique. Voilà, faut être très clair. C'est les habitants qui vont créer la dynamique. C'est un service au service des élus. Et paradoxalement, ça prend beaucoup mieux sur les petites villes que sur les grandes. Voilà, combien de maires me disent, on a des gens qu'on ne connaissait pas, pourtant on est dans des villes à taille humaine. On s'inscrit sur le site,
on reçoit un mail de remerciement, on est invité à une visio de présentation du dispositif, et ensuite, il y a un petit entretien visuel très simple de 10 minutes pour détecter ce que les gens ont envie de faire. J'avais ce matin une mère de famille dans mon quartier, et elle m'a dit au bout de 5-10 minutes, c'est super, j'en parle à 5 de mes mamans à la sortie de l'école, je suis prêt à faire traverser les enfants à la sortie de l'école une fois par mois quand il y a une sortie scolaire, je suis prêt à nettoyer mon quartier, je suis prêt à aller visiter une petite personne âgée, voilà. Et on va démultiplier la création de valeur sociale pour des gens qui ne sont pas les gens habituels. Et quand on voit le très beau dispositif Je veux des points qui s'adresse plutôt aux bénévoles, on est dans du volontariat. Le bénévolat fait parfois peur. Il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas envie de s'engager, qui n'ont pas envie de contraindre, qui ont peu de temps, mais qui sont pourtant généreuses. Comment on leur propose un autre mode d'action? 3 manières d'agir très simples. Les mairies ont des besoins. Ben oui, c'est des besoins collectifs. Comment est-ce qu'en fait, on nettoie les herbes folles dans le cimetière? Comment est-ce qu'on bloque les carrefours quand il y a une course pédestre? Comment on tient des stands pour le salon des associations? Forme collective. Le maire va écrire aux associations pour leur dire, vous avez des besoins, vous me dites à chaque fois, vous faites un très bon travail, et c'est vrai, mais vous manquez de bénévoles. Dites-moi vos besoins, ça nous permettra de les identifier, d'apporter des solutions. Et puis ensuite, de ce qu'on appelle du voisinage solidaire, des petits gestes simples avec une caisse à outils, une boîte à idées. Et je vois qu'il me reste 30 secondes, donc je vais aller très vite et je vais terminer. Des petites idées. On avait fait un kit coronavirus, comment s'organiser entre voisins. Il y a eu 1 million de téléchargements. L'idée, c'est comment on crée tout ensemble la dynamique. On fait tous du super bon boulot sur nos territoires, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours très simple de mobiliser, même s'il y a beaucoup de générosité. L'idée de dire benchmarkons, mutualisons, c'est comme ça que j'ai fait il y a 20 ans quand j'ai créé la fête des voisins qui ensuite a fait le tour de la planète. Comme aujourd'hui, en termes de solidarité de proximité, on crée tous ensemble un dispositif puissant qui parle aux habitants, qui s'appelle L'heure civique et qui est simple à mettre en œuvre, qui ne coûte rien, qui ne prend pas de temps et qui fait extrêmement du bien. Merci beaucoup, Athanas, pour votre témoignage tambour battant. On va pouvoir tenir l'engagement que j'ai pris collectif. Merci infiniment à tous les intervenants d'avoir joué le jeu malgré les pannes techniques. Effectivement, ça nous paraissait important d'aborder aussi le très large éventail, à la fois le parcours d'engagement structuré qui peut vraiment répondre à des enjeux majeurs par rapport à la jeunesse. Et puis, comme l'évoquait Athanas Palifan, peut-être un marchepied, une première étape. En tout cas, l'éventail est large pour répondre aux enjeux de l'engagement dans vos territoires. Et on y reviendra tout au long de cette semaine. Donc, un grand merci à vous toutes et vous tous pour vos interventions, pour avoir participé. On prend soigneusement toutes vos questions qu'on n'a pas pu prendre pendant cette séquence pour les reporter pendant toute la semaine. La chance qu'on a, c'est qu'on a encore plusieurs rendez-vous tous ensemble. On retient quand même les notions d'humain, d'innovation, d'écosystème, et puis aussi des besoins d'outils, d'ingénierie. Et c'est bien l'objet des différents rendez-vous qu'on vous propose mercredi, jeudi et vendredi. Il me reste à remercier nos co-organisateurs, donc le ministère de l'Engagement, l'Association des petites villes de France et l'ensemble des intervenants aujourd'hui. Un grand merci, comme toujours, à Héloïse Thibault au sein de mon équipe qui gère de main de maître ce club des petites villes de demain. Et je vous donne rendez-vous mercredi à l'heure, cette fois-ci à 14 h, pour parler des lieux pour favoriser l'engagement citoyen. Quels outils, quelles méthodes, avec notamment le témoignage de la communauté de communes du Puisé-Forterre. On vous invite, comme toujours, à consulter la page internet de Petites Villes de demain. Un petit moment de pub, ça fait jamais de mal. Vous y retrouverez l'ensemble du programme de cette semaine, les formulaires pour vous y inscrire et plein d'autres informations, ainsi que des exemples inspirants de différentes collectivités au sein de notre projet Totec. Un grand merci à toutes et à tous et bonne soirée.